Donc, on a dit que dans cette présentation, on n'allait pas se parler de tout ça, d'émotions, de cerveau, d'hommes des cavernes, d'équaliseurs, de rouge et de bleu, d'écureuils, de chevaux, de stress, de bananes, de cytocine et de récompense. Et voilà, on a parlé des symptômes cardinaux, on a dit que c'était un trouble neurodéveloppemental qui était quand même très fréquent, qui est aussi très gênant et qui ne facilite pas la vie des gens qui sont, on va dire, porteurs de ce type de programmation du disque dur, que ça répond à un modèle gène-environnement. Les symptômes cardinaux sont la bougeotte, la bougeotte que tout le monde connaît, l'impulsivité, c'est-à-dire qu'une manière, une tendance à agir avant que le cerveau ait pu dire attention, c'était peut-être pas la bonne idée, et des difficultés particulières, des modalités particulières d'attention qui, en vrai, dans l'absolu, pourraient être un avantage évolutionniste, mais dans la vie d'aujourd'hui, bah, c'est plus casse-pied qu'autre chose. Ensuite, on a aussi dit que c'était un trouble qui est très comorbide, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont souvent des difficultés de planification, de mémoire de travail, de flexibilité. La flexibilité étant la capacité de passer d'une action dans laquelle on était très engagé à une autre action le plus vite possible. Et ils ont aussi des troubles des apprentissages, voilà, des dyslexies, des dyspraxies. Et quand ce n'est pas des vrais des difficultés de lecture et des difficultés dans les gestes instrumentaux, ils ont aussi des problèmes émotionnels, ils sont plus souvent anxieux ou déprimés. Cette question de l'émotionnalité, c'est quelque chose de très saillant chez les gens qui ont un TDAH. Même si ça ne rentre pas dans les critères diagnostiques, moi je trouve ça assez fou en fait, que dans les critères diagnostiques, on ne parle pas du tout des émotions, peut-être que dans le DSM-6, ça en fera partie, mais... Et ça leur cause des difficultés à socialiser, ils peuvent se sentir rejetés, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, de ce fait, ce sont des gens aussi qui accumulent beaucoup de frustration, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, ils ont un mauvais développement personnel, alors qu'en réalité, ils ont des capacités incroyables. Enfin, voilà, moi, je connais des tas de gens qui sont absolument exceptionnels, mais qui sont quand même mal dans leur peau parce que bah, quand depuis tout petit, tu t'es fait reprendre en mode fais pas ci, fais pas ça, bah, ça aide pas à grandir avec de la confiance, quoi. Voilà. Ensuite, on en était où pour ce qui est des choses qui vont rentrer en compte plus tard dans la gestion des émotions, on reprend les fonctions d'attention et l'impulsivité. Et l'idée, si ça veut bien passer à la diapo d'après, c'est qu'à chaque instant, le cerveau, c'est un équilibre entre des réseaux d'alerte, qui sont des réseaux un peu très infraconscients où en moins de 300 millisecondes, il y a des choses qui se passent. On repère des indices dans l'environnement, on repère des choses et ensuite on les balance vers des niveaux plus haut, plus en lien avec ce qui va se passer comme chose exécutive. Et ensuite, il y a des réseaux un peu plus supérieurs qu'on appelle des réseaux d'orientation. Je ne sais pas pourquoi les diapos, elles ne passent plus. Qui hop, voilà. On a le rouge et le bleu. Je vous avais promis qu'on allait parler de rouge et de bleu. Ils sont là, les rouges et le bleu. Donc, les réseaux rouges qui sont les réseaux d'alerte et les réseaux bleus qui sont les réseaux d'orientation. Et je reprenais l'exemple de quelqu'un qui est en train de chasser un de nos ancêtres dans un endroit boisé. Et son cerveau, à chaque instant, lui dit, il y a du vert, il y a du rouge, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent dans le ciel, il y a des choses marron qui bougent un peu plus bas. Et les niveaux hauts vont dire bah, écoute, les choses vertes, les choses rouges qui bougent, c'est probablement des baies, arrête de m'en parler. En revanche, un truc marron avec des taches noires qui bougent, ça c'est peut-être un prédateur, donc il faut que tu me le dises, il faut que tu me le mettes plus en avant. Et les gens qui ont un TDAH, ils ont une difficulté à trouver l'équilibre entre ce niveau bleu, où elle est la caméra, voilà, ce niveau bleu et ce niveau rouge. Et quand ils ont cet équilibre, ils ont du mal à le maintenir, leur cerveau a du mal à le maintenir. Et ils ont des difficultés aussi à mesurer la force de ce qu'ils font. C'est-à-dire que à chaque moment dans le cerveau, voilà, on mesure la quantité. Vous arrachez pas avec la même force une mauvaise herbe et un poil avec une pince à épiler. Et ben, quand on a des difficultés à réguler sa gestuelle, à réguler les choses, ben, on peut appliquer la même force ou pas assez de force. De la même manière, on a du mal à trouver ce dosage. Il se passe, donc voilà, voilà comment c'est dans la tête d'un hyperactif. C'est Brooke qui dit
un jour, les TDAH vont conquérir le monde. Ah, un écureuil. Voilà, avant qu'il ait pu finir, voilà, qu'il ait pu finir sa phrase, son attention est attirée par quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt dans le sujet actuel. Pour l'impulsivité, c'est un peu pareil. Hein, on a toujours le rouge et le bleu qui sont en tandem et qui fonctionnent ensemble. Le rouge dit, il y a un bruit, attention, c'est peut-être un ours, il va falloir que tu lâches ton taillage de silex et que tu lui donnes un coup de javelot. Le bleu dit, oui, mais en même temps, rappelle-toi, ta copine, elle est partie faire la cueillette, donc c'est peut-être elle. Donc peut-être qu'il ne faudra pas envoyer de coups de javelot. Et ben, l'individu avec le TDAH, voilà, le bras va envoyer le javelot, alors que quelque part, quelque chose dans sa tête a repéré que c'était quand même sa copine, ce qui peut, voilà, ce qui peut créer quand même des soucis. Elle peut ne pas très bien le prendre. Donc, quand on a un TDAH, on a trop d'actions et pas assez de freins. Donc, à gauche, moi, en conversation au repas de Noël, et moi, à droite, quand mon tonton Dédé se met à parler de politique. Voilà, d'un coup d'un seul. Voilà, voilà, pas assez de freins. Maintenant, l'émotionnalité chez les gens avec un TDAH, comment ça fonctionne? En fait, du fait de ces trois symptômes, attention, impulsivité, bougeotte, ils ont beaucoup de feedback négatif parce qu'ils ont des comportements mal ajustés et ils ont une émotionnalité négative. Ils finissent par avoir, c'est un cercle vicieux, plus ils font des choses pas appréciables, plus ils se font reprendre, plus ils se font reprendre, plus ils se sentent mal, et plus ils se sentent mal, plus leurs symptômes cardinaux augmentent, et ainsi de suite. C'est ce que j'appelle le problème du chaudron. Hein. Voilà, j'ai un TDAH, je me lève le matin, déjà je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai un décalage de phase, je suis couche tard, lève tard, et j'ai dû me lever à 7 h du matin, donc déjà de base je suis fatiguée. Au moment de partir, je cherche mes clés, j'étais sûre qu'elles étaient dans ma poche, mais je ne les trouve pas, donc je les cherche partout, je ne les trouve toujours pas, et au dernier moment, elles étaient quand même dans ma poche. Donc je pars de la maison, je suis quand même bien énervée. Évidemment, j'ai pris 10 minutes avec ces histoires de clés, hein, donc j'arrive au train, j'ai perdu mon train. J'arrive en retard. Il y a mon collègue Jean-Bernard qui me regarde avec ses yeux de merlan frit en me faisant bêtement. Donc, tout ça, ça m'énerve encore plus. Je vais prendre un dossier. Comme je suis un peu énervée, il tombe par terre. Je vais à la machine à café, il y a du monde. Je mets une pièce dans la machine à café. La machine à café avale ma pièce. Et qu'est-ce qui se passe? J'explose et je commence à mettre des coups de pied dans la machine à café. Et là, évidemment, tout le monde me prend pour un zinzin coucou banana. Sauf qu'en fait, je n'ai pas explosé juste pour une histoire de 1 euro, hein. J'ai explosé pour tout ce qui venait depuis le matin. Et ça peut être toute la journée. Donc, chez les gens qui ont un TDAH, il y a cet effet d'accumulation, et parce qu'ils ont ce problème de rouge et de bleu, et parce qu'ils accumulent beaucoup de frustration dès le matin. Ils se lèvent le matin, ils sont déjà énervés de la veille qui n'a pas été encore réparateur. Alors, on en est où? Maintenant, les émotions, c'est quoi? De base, les émotions sont utiles. C'est un outil pour s'adapter. Outil, c'est comme utile. On a une émotion, on a une réaction, on est joyeux pour avoir de l'initiative, on a du dégoût de façon d'empoisonner, on a peur pour se tenir loin du danger, on est en colère pour défendre ses ressources et son territoire, et on est triste pour les moments où les changements sont indispensables pour pouvoir se poser, freiner un grand coup et vraiment tout changer de bout en bout. Donc, les émotions sont utiles. Quand ils ont à la bonne taille, quand ils sont exacerbés, ça devient casse-pied. Or, une émotion qu'on ressent, elle est due à plein de choses. À un contexte, à un passé, à des pensées internes du moment, mais des pensées internes du moment qui sont en lien avec des pensées internes anciennes, hein, des réflexes qu'on a attrapés et la perception de l'instant. Et les réactions qu'on a, évidemment, ont une influence sur ces fameuses perceptions. Alors, voilà. Hop. Donc, on retrouve notre haut et notre bas, nos réseaux d'alerte rouge et nos réseaux d'orientation bleue. Les réseaux d'alerte repèrent les indices visuels de posture, de mimique du visage, de fréquence de voix, pour savoir quel est l'état mental de l'autre et dans quel contexte émotionnel je suis. Donc, quand on manque d'attention sociale, ces éléments-là, on peut les manquer. Et ensuite, l'orientation dit attention, maman vient de faire les yeux exorbités et elle vient de se mettre à crier.
c'est peut-être le moment d'arrêter de faire, je ne sais pas, des trous dans le mur ou dessiner, ou voilà. Et quand on a l'orientation qui ne dit pas suffisamment, qui est encore avec les écureuils et les papillons, etc., ben on ne chope pas les indices sociaux et donc on n'arrive pas à appliquer le frein correctement. Et quand on manque de frein, ben même quand on sait qu'il faut arrêter de dessiner sur les murs, on n'arrive pas à le faire. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Ok. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Shaw, dont l'équipe a fait. C'est eux qui avaient déjà découvert que les gens qui avaient un TDAH, ils avaient un délai de maturation des réseaux corticaux avec un délai de 3 ans, mais qui fait pas mal d'imagerie. Et il a regardé en imagerie cette histoire de rouge et de bleu. Et il a vu que chez les enfants qui avaient une dysrégulation émotionnelle, ce qui est très fréquent chez les enfants TDAH, il y avait une suractivation de la détection. C'est-à-dire qu'ils détectent plus, ils ratissent, leur cerveau ratisse plus large que la moyenne des gens. A contrario, leur cerveau a une hyper-orientation vers les stimuli négatifs et désagréables. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que non seulement ils repèrent davantage de choses, mais ils repèrent davantage de choses négatives. Ce qui fait qu'au bout du bout, ils ont ce qu'on appelle une sur-science de l'hostilité. Ils ont une espèce de loupe sur tout ce qui est hostilité. Évidemment, mes animations, elles ne marchent pas très bien. Voilà, vous avez vu ce bonhomme? Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on est au bord du désespoir, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que on dit des gens qui ont un TDAH qu'ils sont dépendants à la récompense. Alors moi, je déteste ce mot dépendant à la récompense, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, on est tous dépendants à la récompense, sauf les gens qui sont complètement maso, qui ont envie de faire des choses et de ne jamais être récompensés. Je vois pas, voilà. Moi, je préfère dire que ce sont des gens qui sont hypersensibles à la récompense. Ils préfèrent la récompense immédiate, c'est une information utile. Ils ont une aversion au délai, c'est une autre information utile. Vous ne pouvez pas leur dire au 2 février, si tu es sage, tu auras un truc au Noël prochain. En revanche, si vous les récompensez dans la semaine ou dans l'heure, voilà, ça aura beaucoup plus d'impact. Et ils aiment la nouveauté. Donc, à coup de nouveauté et de récompense, on peut leur faire grimper marche par marche jusqu'en haut de la tour Eiffel. En revanche, à coup de menaces et de choses hostiles, on n'arrivera pas à les faire bouger de 10 cm. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont non seulement sensibles à la récompense matérielle, mais ils sont aussi sensibles à la récompense sociale. Voilà. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que la récompense sociale active ce qu'on appelle les circuits d'ocytocine dans le cerveau. Vous en avez déjà entendu parler. Je ne vais pas faire tout un diaporama sur ce à quoi sert l'ocytocine. C'est une hormone fascinante. Mais surtout, c'est une hormone, oui, mon petit encadré là, c'est une hormone qui est activée par le contact social et qui protège du stress. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà, on a notre bonhomme qui a cette hyperscience. Ça, c'est sans ocytocine. Et ça, c'est avec ocytocine. Voilà. Donc, le bonhomme, il est toujours aussi gros, il est toujours aussi saillant, mais il a moins d'impact négatif sur le cerveau. Donc ça, c'est les avantages de la récompense sociale. Donc pour résumer, hop, comment est l'émotionnalité chez les gens qui ont un TDAH? C'est un phénomène naturel et adaptatif qui est perturbé chez eux par un excès de perception de ce qui est désagréable, par un excès d'action et un manque de frein, et un effet cumulatif des situations adverses. Et ils ont une hypersensibilité au stress et aux stresseurs. C'est-à-dire que si vous êtes une maman et que vous lui dites « arrête » en criant avec des tons hyper aigus, ben en fait, vous allez transmettre des messages de stress et d'alerte qui vont le désorganiser. Il ne va pas réussir à se sidérer parce que les hyperactifs, ils ne se sidèrent pas vraiment. Donc, ils ont une hypersensibilité aux stresseurs, au pitch de voix très aigu, aux situations connues notoirement pour être stressantes, et par exemple à certaines situations absolument terribles, comme la déclaration des revenus ou quand il faut se taper de la paperasse à faire. Et ça, c'est pas bien parce que ça veut dire que je ne connais pas mon PowerPoint par cœur. Voilà.
Et ils ont une hypersensibilité à la récompense immédiate et sociale. Donc, ça peut être des vrais leviers pour les aider à traverser les moments émotionnellement hyper saillants et compliqués. Voilà. Donc, moi, j'ai fini. J'espère que c'était clair, mais si ça ne l'était pas, dans la deuxième partie, je suis là pour vos questions. Ça, c'était des petites diapos que j'avais mis de côté par rapport aux questions, mais voilà. Juste peut-être celle-là. Ah, l'avant-dernière. Voilà, celle-là avec la courbe du stress, là. Donc, en gros, devant une situation stressante, c'est pas grave, je ferai là-dessus. Voilà. Devant une situation stressante, on a toujours une première phase où le système sympathique il est quand même très activé et on peut avoir des réflexes de se battre ou de fuir. Et ensuite, le système dorsovagal il se met en place et on se sidère comme le mulot devant le chat. Il faut savoir que les gens qui ont un TDAH, ils leur font un tel niveau de violence et d'agressivité pour qu'ils passent là que en fait ils seront tout le temps là quoi. On ne peut pas s'attendre quand vous êtes dans la voiture avec quelqu'un et que vous lui criez attention, il peut appuyer sur le frein. Le TDAH il va appuyer sur l'accélérateur de sa tête si on lui dit attention, voilà, sur le stress un peu comme ça. Et ça faut l'avoir en tête. Voilà, là pour le coup j'ai vraiment fini. Bon, ok, donc du coup, moi j'ai plutôt pris le parti de parler finalement du problème de la gestion des émotions en pratique et en particulier à la maison et on va dire, de ce qui est le plus marquant et le plus problématique, c'est-à-dire les crises de colère qui sont quand même l'émanation, on va dire la traduction de tout ce problème de régulation des émotions dont Sarah vient de nous parler. Et en fait, tu as pris tout à l'heure la métaphore de la cocotte enfin de la cocotte minute ou en tout cas du chaudron qui déborde, c'est exactement les mêmes images qu'on choisit parce que finalement cette histoire de crise de colère, souvent c'est ce qu'on voit, on va dire, et c'est ce qui vient perturber la vie de la famille. Mais ce qui est important, c'est ce qui est derrière et c'est tout le comment la cocotte minute s'est remplie avant et c'est finalement ça qu'il faut aussi repérer. Tu as pris l'exemple tout à l'heure avec le coup de pied dans la machine à café. En fait, souvent, c'est finalement le dernier détail qu'on a tendance à retenir, alors que ce qui est important, c'est pas tellement le facteur déclenchant, c'est ce qui est avant. Donc, si tout va bien, voilà. Donc ça, c'est un point important parce que les parents arrivent souvent avec on va dire, une demande d'aide sur la crise de colère et on fait trop un focus sur la crise de colère sans voir que en fait c'est juste la partie émergée, que tout le problème derrière, c'est la gestion des émotions. Par exemple, un enfant qui va exploser à la maison le soir parce qu'il n'aura pas eu le truc qu'il voulait à manger ou parce qu'il il y aura une mini contrariété avec son frère ou sa sœur. Ce qui sera intéressant à repérer, c'est quelle a été la journée passée à l'école, comment ça s'est passé, quelles sont les émotions qu'il a pu traverser avant pour en arriver à cet état de trop plein et c'est vraiment la métaphore soit de la cocotte minute, soit de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais on est toujours un peu autour de ces idées-là, c'est-à-dire que la gestion des émotions, c'est vraiment quelque chose de constant, on passe finalement notre journée à faire face à des émotions dans le TDAH, comme tout est exacerbé, ça devient beaucoup plus pesant et c'est comme si les émotions n'étaient pas digérées de la même façon. Et c'est vrai que souvent on voit le côté de la colère et de la frustration, mais, et ça les parents peuvent parfaitement décrire ça, c'est aussi des émotions joyeuses qui sont pas bien gérées, c'est-à-dire un truc trop excitant, trop joyeux, trop sympa, ça met aussi les enfants dans des situations émotionnelles difficiles, avec des risques de dérapage, de dérégulation et de crise, beaucoup plus dans les moments festifs d'ailleurs que dans les moments neutres. Donc c'est pas que la colère, mais c'est vraiment toutes les émotions, même si on parle de façon un peu raccourcie de la crise de colère. Alors, je voulais en parler parce que, quand même, de notre expérience, beaucoup de parents sont confrontés à ça. Et là, c'est vraiment pas pour parler de la crise de colère des petits de 3-4 ans, qui est classique et qu'à peu près tous les parents connaissent ou ont connu, mais de la crise de colère chez les plus grands, parce que chez certains, dans certaines familles, ça peut prendre une ampleur considérable. Donc, ce qu'on peut dire sur les crises de colère, ceux qui en ont vécu
peuvent vraiment en faire le témoignage, mais c'est que c'est quelque chose de long. C'est pas juste l'enfant qui s'énerve, qui souffle un peu et qui repart. Il y a une idée de durée, en fait, comme dans toutes les crises émotionnelles, la crise d'angoisse aussi, par exemple, mais ça s'inscrit vraiment dans le temps. Donc, il y a plusieurs phases aussi qu'on repère. Il y a la phase d'escalade, en fait, enfin, la phase de prodrome, la phase de plateau et la phase de post-crise, donc la phase que j'ai marquée ici en petit 3. Le plateau, il dure quand même 20 à 40 minutes. Et 20 à 40 minutes, en général, c'est dans le meilleur des cas et ça peut être plus long et on va y revenir. Donc, on est sur des choses longues parce qu'en fait, pour revenir à un état émotionnel neutre ou un état physiologique neutre, eh bien, ça prend du temps. Comme pour la crise d'angoisse, il y a un début, un plateau et une fin. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre aux parents parce que c'est pas la peine de penser quand on est en phase de plateau qu'on va trouver les mots magiques et qu'on va réussir à régler ça dans la foulée. Donc c'est important de savoir vraiment comment ça se passe. Alors ce qui est intéressant, donc du coup, ce qu'il faut comprendre aussi de cette crise, c'est qu'elle vient se déclencher, mais c'est souvent ce qui va être intéressant après, c'est de comprendre ce qui sous-tendait un peu la crise et les difficultés qui ont été traversées plusieurs heures ou plusieurs jours avant, et pas juste le truc qui a mis le feu aux poudres. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en fait, dans cette escalade, souvent, ce qu'on voit, c'est l'imprégnation adrénergique. On est quand même sur des choses, Sarah en a parlé tout à l'heure, sur les aspects un peu biologiques, en fait. Et c'est vrai que dans la crise de colère, il y a un côté adrénergique. C'est vraiment l'idée au départ, sans doute, de se préparer pour le combat, mais aujourd'hui, c'est plus du tout c'est plus du tout adaptatif finalement dans la façon dont dont ça se passe, mais on peut observer ces signes-là chez la plupart des enfants et les parents, enfin chaque enfant a ses signes propres et les parents ont l'habitude de les repérer. Donc ça va être par exemple le fait d'avoir les poings qui se serrent, de devenir pâle, d'avoir le timbre de la voix qui change, le regard qui change, les lèvres blanches. Enfin les parents peuvent assez vite voilà, le son de la voix, le regard. Enfin, il y a pas tous ces petits signes. Et en général, pour un enfant, c'est toujours un peu la même chose. Et les parents arrivent à le repérer. Les parents disent, bah, là, on a vu dans son regard, quand on l'a récupéré à l'école, on a su que de toute façon, ça allait être la crise. Et ça, c'est un point important parce que dans les stratégies de gestion de la colère, c'est ça qu'il va falloir repérer parce que c'est à ce moment-là qu'on peut parfois avoir des stratégies alternatives. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, c'est un point à essayer de repérer. La phase de plateau, souvent, c'est les parents qui disent ah, mais il est hors de lui, il devient fou, il devient une autre personne. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup. C'est plus le même enfant, on n'a plus de communication, on n'arrive à rien, on ne le reconnaît pas. Même dans le discours des parents, il y a souvent cette idée on pense qu'il est schizophrène parce qu'il se transforme. Alors, déjà, la schizophrénie, c'est pas ça. Et la crise de colère, c'est pas du tout de cet ordre-là. Mais il y a souvent cette idée de c'est plus le même enfant en fait. Donc effectivement, ce sont des enfants qui sont tellement on va dire, suractivés au niveau émotionnel, ils n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes parce qu'ils sont vraiment aux prises avec leurs émotions. Et dans ces moments-là, on sait que la communication est inutile. C'est pas la peine d'essayer de renégocier le truc qui a déclenché la crise, ça ne sert plus à rien. Plus vous allez interagir avec les enfants en crise, plus vous allez prolonger le temps de la crise. C'est pour ça que 20 à 40 minutes, c'est le minimum, mais ça peut être 2 heures, 3 heures, etc. Le pire étant dans ce que vous allez pouvoir faire finalement avec un enfant en crise, souvent le truc qui marche le moins bien et qui est le plus contre-productif, c'est de s'énerver soi-même, évidemment, voire d'être agressif, etc. Parce qu'on sait que ça ne marche pas et ça ne va faire que augmenter le degré de violence de la crise. Mais même le côté écoute ou de dire mais calme-toi, c'est pas la peine d'être dans des états comme ça, etc. Ça marche absolument pas et au contraire, ça aggrave la situation. Donc c'est toutes ces escalades en fait que vous pouvez faire soit de façon en rentrant dans la discussion, soit en vous énervant, ça ne marche pas. Donc, le seul conseil qu'on peut donner, en fait, c'est de vous mettre à l'écart et d'essayer de ne pas vous occuper de la crise de votre enfant. C'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse conseiller. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut trouver les moyens de mettre ça en place. Donc, pour certains parents et des adolescents ou des enfants qui ont des comportements violents, on conseille aux parents, eux, de s'enfermer. Par exemple, quand l'enfant est suffisamment petit et que ça craint rien, mais on peut enfermer l'enfant en lui expliquant à froid qu'on ne pourra pas l'aider dans ces moments-là, mais qu'on veut qu'il revienne à un état stable, etc. Donc, en tout cas, la communication sur le temps de la crise ne sert à rien et c'est vraiment le principe, c'est un peu tous aux abris. Si vous avez l'impression que l'enfant est en danger, qui menace quelqu'un de la fratrie, qui va se faire du mal, etc., des fois, il faut pouvoir immobiliser l'enfant, mais là aussi, c'est hyper dangereux et on ne le conseille pas du tout, en fait, parce que vous risquez de vous épuiser. Oui? Alors, tu voulais intervenir, Christine? Je voulais dire, on a tout notre temps.
Ah, mais moi, je vais vite en général. Mais ok, je peux. Oui, Mais je mais ne sais pas pareil, justement si on a tout j'ai notre temps ou pas, comme on a. Ok, bon. oui, Donc, oui, un petit peu rapide, donc prenons notre temps bon, pour, bah, prenons notre temps. Donc, en fait, cette diapo, elle peut paraître assez impressionnante quand on la voit comme ça, mais elle peut faire un peu peur. Mais les parents qui ont déjà traversé des crises, je pense que ça les effraie pas et ils voient bien de quoi il s'agit. En fait, l'idée, c'est de comment immobiliser sans s'en prendre une, sans se faire mordre, sans se faire, etc. Et en réalité, ces deux positions qu'on montre, elles sont pas tenables dans la durée et ça ne dépend pas tellement de l'âge de votre enfant. Même à 7 8 ans, bon courage en fait. Vous êtes déjà en difficulté physiquement. Donc c'est pour ça que ça, on le conseille s'il y a vraiment un truc immédiat. Mais le vrai conseil, en fait, c'est d'éviter le contact et d'essayer de se replier ou d'isoler l'enfant, d'appeler de l'aide si on sent que vraiment le truc est trop dangereux et ingérable. Donc ça, c'est pour dire que si on doit vraiment intervenir, c'est comme ça. Mais en réalité, ça c'est si on n'a pas le choix, il faut plutôt essayer l'éloignement en fait pendant la phase de plateau, parce que c'est ça qui est vraiment le moment où le contact ne sert à rien. Donc, en post-crise, l'enfant commence à se calmer. Donc, on voit que finalement, les cris sont un peu moins forts, qui recommence à revenir à un état un peu de base. Là, il y a différentes façons de réagir selon les enfants. Il y a ceux qui vont faire comme si de rien n'était, ils vont continuer leur activité et vous, ils vous laissent un peu avec votre état émotionnel, voilà, un peu aux prises avec votre colère à vous finalement. Mais eux, pour eux, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Et puis, il y a des enfants qui vont se confondre en excuses, passer l'aspirateur dans toute la maison, faire des lettres, des dessins, etc. En réalité, ça ne change pas leur difficulté de régulation des émotions et le fait que la fois d'après, ils auront les mêmes difficultés à se réguler. Et quel que soit leur comportement, c'est pas ça qui est important. C'est vrai qu'on peut. excusez-moi, est-ce que je Oui, peux me permettre juste de vous couper une seconde? oui, En fait, tout ce que vous dites, enfin, c'est parfait parce que enfin, pour vivre vraiment ça, vous êtes sur la bonne longueur d'onde et voilà, je vous rejoins totalement. Par contre, il y a des choses où justement ça me paraît un peu enfin, inapproprié dans notre façon de réagir. Et je voulais savoir si vous alliez proposer un temps d'échange justement là-dessus oui. ou Bon, pas. enfin, après, je pense qu'on a encore un Excusez-moi, peu de mais temps pour faire des réponses à vos oui, questions. d'accord. C'est-à-dire, soit si vous avez, vous, des stratégies à proposer ou des questions à poser là-dessus, parce qu'on a beaucoup de programmes parentaux qui sont vraiment basés enfin, sur cette problématique. Donc, je pense que ça peut, au contraire, oui. Et vous pouvez, je pense, Christine me le confirmera, mais vous pouvez poser vos questions ou d'écrire en quelques lignes dans le chat aussi. Ce qui permet qu'à la fin, je retraite un peu les questions au fil de l'eau. Mm. On a plus qu'une ou deux diapos, je crois, et on répond aux questions après. On fait des échanges après. C'est toujours Oui, oui, parce prévu. qu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir échanger. Alors, en fait, c'est vrai que dans la post-crise, c'est le moment intéressant pour, alors, pas évidemment pour faire, on va pas tout régler là, mais c'est le moment où on peut dire à l'enfant, regarde un peu ce qui vient de se passer. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse, on peut plus vivre comme ça, qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, etc. Donc, on peut commencer à annoncer un peu l'idée d'un changement. Mais bon, bien sûr, c'est quelque chose de plus compliqué et ça se travaille la gestion de la colère, ça se travaille à différents niveaux. Et nous, dans notre service, on fait des groupes à la fois pour les parents et pour les enfants, donc ou les adolescents. Enfin, donc je peux en parler un peu avec un peu de recul. Ce qui est compliqué souvent, c'est qu'on pense que c'est le problème. Enfin, on voudrait que ce soit l'enfant qui travaille sur sa propre gestion des émotions, alors qu'en fait, ça s'inscrit souvent dans une dynamique. Et maintenant, c'est vrai qu'on est de plus en plus dans le travail avec les familles. Donc, je vais y revenir. Alors, c'est vrai que dans les objectifs des groupes de gestion de la colère, alors bon, si les psychologues m'entendaient, elles diraient que c'est quand même, peut-être qu'elles m'entendent d'ailleurs, mais que c'est largement raccourci sur le groupe de gestion de la colère. Mais en fait, souvent dans les idées fortes, il y a d'abord de travailler sur l'expression des émotions et d'apprendre aux jeunes à repérer quand ils sont en phase 1, donc la phase où je disais qu'ils changent au niveau physique, etc. Ce moment-là, c'est le moment idéal où on peut encore, on va dire, trouver des stratégies alternatives, parce qu'en plateau, c'est mort, mais par contre, dans cette phase-là, on peut essayer de trouver des stratégies dérivatives qui ont une valeur sensorielle forte. Donc là, on leur propose des stratégies, par exemple,
quand tu sens que tu commences à te mettre en colère, va taper dans un ballon, va sauter sur ton trampoline, va monter des escaliers pendant je sais pas combien de temps, va mettre tes mains dans la glace. Il y a le côté très sensoriel, prendre une douche froide, une douche brûlante, etc. Va manger de la moutarde, du wasabi, écouter de la musique à fond. Enfin, on trouve des stratégies qui peuvent à ce moment-là les détourner de leurs émotions fortes avec la colère. Alors, je sais que j'ai vu dans certains manuels qui pouvaient réciter l'alphabet à l'envers. Moi, j'ai jamais vu un seul enfant se calmer en récitant l'alphabet à l'envers. Je crois que ça n'a pas l'air très. Donc voilà. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il faut quand même que l'enfant soit motivé et qu'après, il apprenne à repérer ça. Et les stratégies, vraiment pour reprendre la parole des psychologues, c'est un apprentissage. C'est pas parce que vous lui dites quand il est en colère, va taper dans le punching ball, que ça va marcher. Il doit s'entraîner tous les jours, par exemple, à taper, à frapper, et de façon régulière pour pouvoir y avoir recours quand il va être en difficulté, parce que c'est d'abord un apprentissage et que si on le propose comme ça, comme un truc miracle, au moment où l'enfant est en colère, ça ne prend pas de sens et ça ne marche pas. Donc il y a beaucoup de raccourcis qu'on ne peut pas faire. Mais si on arrive à trouver une adhésion, une motivation, que le jeune a envie de changer ce comportement-là et qu'il en a une gêne, on arrive à trouver des petits leviers comme ça et à les mettre en place avec eux. Ce sont des stratégies qui peuvent être intéressantes. Mais au final, je dirais que ce qui est compliqué avec la gestion de la colère, c'est qu'il y a une partie enfant, qui est celle dont je viens de parler, mais il y a aussi une partie parent, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses dans la dynamique familiale qui sont modifiées par les crises de colère. Alors là, ça c'est la partie un peu parent, on encourage effectivement l'expression des émotions. L'enfant n'est pas forcément en colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, etc. Ça peut être qu'il a été trop joyeux. Enfin, on essaye de leur faire mettre des mots. On leur apprend à repérer un blessé en disant, bah là, tu vois, moi, je vois que tu es en train que ça va être un peu compliqué, peut-être que tu devrais aller faire telle ou telle stratégie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec les enfants, mais nous, de plus en plus, on essaye aussi de travailler en tandem avec les parents parce qu'il faut que leur enfant soit motivé. Et ce qui se passe finalement avec les crises de colère, c'est que parfois, il y a des bénéfices secondaires, c'est-à-dire que l'enfant qui est en crise, dès qu'on lui dit d'arrêter Fortnite, par exemple, il apprend que s'il fait une énorme crise à chaque fois qu'on lui dit d'arrêter, ses parents vont avoir un peu plus de mal à lui dire d'arrêter, ou vont lui laisser un peu plus de temps. Si il fait une crise et qu'il y a un truc à manger qu'il n'aime pas, peut-être que voilà. En fait, il y a des problèmes on va dire, d'accommodation parentale, de peur finalement des réactions de l'enfant. Et parfois, l'enfant peut trouver finalement des renforcements positifs. Les enfants avec TDAH aiment bien aussi quand ils sont au centre de l'attention et par la crise, ça leur permet parfois de maintenir un statut dans la famille qui est un peu différent. Donc ça ne se voit pas forcément au premier abord, mais on travaille beaucoup maintenant avec les familles pour que justement il n'y ait plus d'avantages, entre guillemets, même si c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais pour que les enfants soient vraiment seuls aux prises avec leurs émotions pour essayer de mettre des choses en place. Donc, on repère avec les parents tous les renforcements positifs et notamment toutes les situations où les parents ont peur de leurs enfants, de leurs réactions et ils n'osent pas poser certaines choses parce qu'ils savent, évidemment, que ça va mal se passer. On insiste aussi beaucoup sur la régulation des émotions des parents parce que ça, on sait que si on s'énerve soi-même, quelque part, ça valide un peu le fait que l'enfant s'est mis aussi dans un état émotionnel difficile. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On fait dans nos groupes des initiations à la méditation pleine conscience pour les parents, pour justement montrer aux enfants, regarde, moi aussi, je peux avoir des problèmes à gérer mes émotions, mais tu vois, je fais des efforts, je mets des choses en place, donc on peut changer à tout âge, toi aussi tu peux changer, etc. Donc c'est au-delà de se contrôler soi-même, c'est montrer le message qu'on peut changer et qu'on essaye de s'améliorer en tant qu'adulte, etc. Donc ça, c'est des points vraiment sur lesquels on travaille beaucoup avec les familles. Éviter les escalades. Alors là, je ne reprendrai pas, mais il y a différentes formes d'escalade, mais il y a les escalades par la violence, mais il y a aussi des escalades quand on veut trop moraliser l'enfant et trop lui parler. C'est aussi une forme d'escalade. Si quand on voit qu'il commence à s'énerver, on commence à dire ah oui, je comprends, c'est pas facile pour toi. Enfin, le côté très compréhensif, c'est une escalade aussi. Et donc, on apprend aux parents qui ont ce profil d'enfant à finalement essayer de ne pas trop surcommuniquer. Donc ça, c'est aussi des techniques un peu particulières. Et nous, on s'inspire de tout ce qui est théorie sur la résistance non violente qu'on applique dès qu'il y a des problèmes de violence dans les familles. Et c'est beaucoup basé en fait sur le silence, c'est-à-dire les actions silencieuses
et beaucoup moins sur l'hyper-explication et la justification, comme on a tendance à le faire dans une éducation un peu plus classique, on va dire. Donc, voilà. Donc, ce sont des stratégies qui sont un peu à différents niveaux d'action, qui sont à la fois le parent et les enfants, enfin, le contraire, les parents et l'enfant. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a différents niveaux et que ces crises, c'est juste l'émanation d'un problème plus profond de gestion des émotions, mais on les rencontre vraiment très régulièrement chez nos enfants avec TDAH. Donc, ça me paraissait important d'en parler aujourd'hui. Donc, je pense on peut peut-être, enfin, je ne sais pas, après à Christine de voir, puisque moi, j'ai terminé, enfin, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Donc, donc, on peut peut-être voir pour répondre à quelques questions sur enfin, Sarah et moi, sur la gestion des émotions ou des crises. Vous dites que si on essaye de parler, on envenime les choses, si je comprends bien, pendant une crise. Au moment du pendant plateau, une crise, oui, ça c'est sûr, oui. Voilà. Effectivement, on a testé, hein, ça fait 4 ans et demi qu'on le vit, donc on a un petit peu tout testé. On a quand même vu récemment, parce que les crises peuvent durer jusqu'à 4 heures. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi. Est-ce que le fait j'ai remarqué, parce que j'ai 2 enfants TEDA sur mes 3 enfants, et je voudrais savoir si le fait de les... Je vous entends plus. Allô? Oui, excusez-moi. Excusez-moi, mais j'aimerais bien que chacun prenne l'habitude. Il y a dans la partie participant, vous pouvez lever la main pour demander la parole. Excusez-moi. Donc voilà, j'enlève la réactivation micro et je vous mets tous en muet parce que voilà, je voudrais que chacun demande la parole et la prenne pas d'emblée comme ça parce que sinon on ne sait pas qui parle. Enfin, je veux bien que vous preniez la parole, mais qu'il y ait un petit peu d'ordre parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc levez la main, il y a un système pour lever la main. Alors, je ne sais même plus où il est, mais du coup, Catherine, mets ton micro pour m'aider. Alors, le problème, c'est que j'ai désactivé tous les micros parce que chacun prenait la parole de manière désordonnée. Ok. Dans la partie réaction, dans la mosaïque, vous avez une petite main qui va permettre de vous redonner le micro. Applaudir. C'est dans la partie converser, je pense qu'il y a. Converser, il n'y a plus justement. Donc soit on va dans la partie réaction et on applaudit. Non, c'est dans les participants, on peut lever la main. Donc il y a Huawei Pétron qui demande. Et puis il y a iPad. Donc voilà. Donc après, on va peut-être laisser Nathalie répondre à la première question, du coup. Et puis, je vais mettre Nathalie. Super. Je ne pouvais plus parler. Oui. Non, mais parce que tout le monde parlait en même temps. Oui, c'était juste pas compris. Mais du coup, je ne pouvais plus parler. Donc, peut-être répondre sur la question des crises qui durent plusieurs heures, parce qu'on sait que ça peut être le cas. Donc, c'est toujours des histoires d'entretien, en fait. C'est que quand ça a duré plusieurs heures, c'est qu'on y est revenu, on a interagi, et pas forcément de façon violente, hein, parfois juste en essayant de renégocier ou de dire mais quand même tu te mets dans des états pas possibles pour pas grand chose, etc. Même que ça, c'est déjà une escalade en fait, et ça alimente la durée de la crise. Donc il faut être le plus possible silencieux et à l'écart. C'est vraiment la seule chose qui peut marcher, même s'il y a de la provocation de la part de l'enfant. Il faut s'éloigner quand c'est possible, éventuellement partir, quitter les lieux quand l'enfant est assez grand. Enfin, il faut trouver des stratégies parce que sinon, oui, la crise peut durer plusieurs heures. Donc c'est vrai que, et après cette histoire de ne pas discuter, c'est plus des stratégies plus généralement pour faire face à la violence. C'est-à-dire qu'on montre que dans les familles où il y a l'enfant a des comportements violents, on est souvent trop en tant que parent dans l'explication, dans
dans la justification, etc. Et donc, nous, les stratégies qu'on propose aux parents sont beaucoup plus sur faire des actions différées et éviter justement d'être trop dans la parole et dans le voilà, parce qu'on montre que finalement, plus on est dans la violence, plus on est dans la parole, moins on est prêt à agir au niveau éducatif, en tout cas pour faire face à la violence. Donc, c'est des stratégies de résistance non violente, et ça, c'est un autre programme à partir duquel on travaille, mais ça rejoint tout à fait ça sur la gestion de la crise de colère. Voilà, donc je donne la parole à c'est Huawei P30 Lite. Oui, c'est moi, c'est Amandine. Bonsoir. Petite question, j'ai mon fils donc de 6 ans et demi atteint de TDAH, diagnostiqué en mars, qui me fait donc énormément de crises alors à la sortie de l'école, à la sortie du centre, etc. Donc ça part vraiment très fort au niveau violence. Moi j'ai tendance à le laisser, sauf que moi j'ai les nerfs enfin ça monte. Et honnêtement, j'ai peur de ma réaction. Je ne sais pas comment, à un moment, je vais pouvoir me contrôler. Et le problème, c'est qu'en voyant mon fils dans l'état où il est, je ne peux pas sortir, me dire, ne serait-ce que d'ouvrir la porte et d'aller en bas. J'ai peur de le laisser tout seul, mais j'ai peur aussi, au fur et à mesure, de mes réactions. Qu'est-ce que je serais capable de faire au moment où ça monte tellement. Pourtant, j'aime mon fils de tout mon cœur, mais des fois, c'est très compliqué. Je suis seule et j'ai peur. Ce sont des situations extrêmes en réalité. Donc, c'est la crainte et le problème principal, c'est effectivement le risque de s'énerver d'autant que les enfants poussent à ça. En fait, ils poussent à entraîner quand ils sont en crise, ils cherchent à entraîner le parent dans le même état émotionnel. Donc, selon l'âge de l'enfant, il y a des parents qui partent, qui quittent la maison. Mais bon, avec les petits, évidemment, c'est pas forcément possible. D'autres qui s'enferment. Souvent, l'idée, vous êtes seul, mais l'idée, c'est dans les idées clés nous qu'on développe, c'est d'appeler de l'aide. Alors, ça peut être même pas forcément des gens qui viennent physiquement, mais au moins d'être par téléphone avec quelqu'un ou même en visio avec quelqu'un pour montrer à votre enfant que vous n'êtes pas seul, que déjà ça vous aide vous à vous réguler un peu au niveau émotionnel. Mais effectivement, le plus grand risque, c'est la propre violence de parents, de se mettre dans le même état émotionnel, parce que finalement ça ne marchera pas, et quelque part votre enfant va penser qu'on peut qu'on peut réagir comme ça, et que donc c'est en fait, vous envoyez un mauvais message. Par contre, on a le droit de dire que c'est super dur pour moi de me contrôler quand tu es dans cet état-là. J'ai peur de te faire du mal parce que moi aussi, ça monte. Donc, dans ces moments-là, je lui parle, sache que la prochaine fois que tu seras dans cet état-là, de toute façon, je ne peux pas t'aider. Donc, moi, je partirai ou j'irai à tel endroit. Et puis, quand tu seras calmé, je reviendrai te voir. Mais je crois qu'il ne faut pas se mettre des exigences inatteignables, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus dur nerveusement, parce que souvent, il y a un côté l'enfant qui est en colère peut vous attaquer verbalement, physiquement, etc. Donc, c'est quand même très dur. Donc, et si c'est trop dur, il faut vous faire entourer, au moins par téléphone ou à distance. J'ai trouvé cette solution depuis 2 soirs, effectivement, de contacter mes parents pour qu'ils lui parlent, qu'ils me parlent aussi, pour essayer de nous détendre tous les deux. Parce que là, j'arrive plus. Là, c'est vraiment très compliqué. Il y a aussi, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, on dit souvent, quand il est hyper en colère et que ça va pas et que la violence atteint des niveaux, il faut se séparer, il faut se mettre chacun au calme. Mais comme disait Nathalie, on peut pas l'improviser et l'inventer au fait de la crise. C'est-à-dire que si vous dites à votre enfant, maintenant que tu es énervé, va dans ta chambre, et que le fait d'aller dans sa chambre, ça devient une punition supplémentaire, en fait, ça va rajouter de l'huile sur le feu de la crise. Alors que s'il sait que dans sa chambre, il y a un espace où il est bien, et vous aménagez sa chambre pour qu'il ne puisse pas se faire mal, qu'il n'y ait plus rien à jeter, etc. Et que dans cet endroit-là, il peut aller se mettre à l'abri, et qu'avant, dans des moments où on n'est pas en crise, il peut aussi y recourir. À ce moment-là, c'est possible de l'accompagner dans cet endroit pour se calmer. Mais si on s'est déjà entraîné avant à des moments où ça allait bien. Voilà. Et surtout en faisant attention à ne pas en faire une punition, une prison, mais plutôt un endroit calme où un petit royaume qui est à lui, quoi. Voilà, je donne la parole à l'iPad de Anne Girard.
Bonjour et merci. Merci pour vos conférences et merci pour vos interventions. C'est très utile pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, pour les accompagner. Nous, depuis un an, un peu plus d'un an, on essaye de prévenir les crises en débriefant les situations conflictuelles, en débriefant les journées compliquées et celles qui, en apparence, ne le sont pas, en évitant un maximum les situations qui peuvent déclencher des crises et puis en revenant sur les crises après coup. Je voulais intervenir parce que parfois c'est très compliqué au moment de la phase plateau. Il nous fait parfois du chantage au suicide ou à la fugue. Il a 12 ans, donc c'est très compliqué de se mettre en retrait à ce moment-là, de laisser redescendre les émotions, on le fait. Mais avec toujours cette petite boule au ventre, de surveille de loin. Et il y a toujours cette crainte que ce ne soit pas seulement de la manipulation ou une dysrégulation émotionnelle, mais qu'il puisse aller plus loin. Lui, il est en demande après les crises pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi il explose, pour comprendre pourquoi il n'arrive pas à gérer ses émotions. Et alors, j'ai essayé de lui expliquer. On a suivi une formation Barclay. On essaie de la mettre en place au quotidien. On lui a lu des livres sur ce sujet-là. Je lui explique les choses. Mais lui, il est plutôt demandeur de groupes de parole, je pense, avec d'autres enfants comme lui, ou alors de conférences qui s'adresseraient vraiment aux enfants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il est possible de mettre en place pour pouvoir leur expliquer directement avec des mots adaptés. Voilà, merci beaucoup. Ça existe, hein, les groupes d'enfants et d'adolescents pour travailler sur la régulation émotionnelle. Voilà, mais ça dépend des endroits, c'est des choses qu'il faut. Je ne peux pas vous dire si. Alors nous, on habite sur l'île d'Oléron, donc on est à 1 heure de La Rochelle et je n'ai rien vu sur La Rochelle et on dépend de Bordeaux pour le suivi de notre fils. Et donc on est à 2h30 de Bordeaux. Peut-être effectivement sur Bordeaux. Après, j'ai vu passer, mais je n'ai pas tout regardé, j'ai vu passer une question dans le chat. Des fois, quand même, le traitement médicamenteux pour le TDAH, qui améliore les symptômes cardinaux de TDAH, peut aussi améliorer la régulation des émotions. Et il y a beaucoup d'enfants. Alors, il avait commencé avec du Quasi, mais ça a été dramatique en termes d'explosion et de violence envers lui-même et envers son frère. Et du coup, maintenant, il est sous Strattera. D'accord, mais bon, enfin voilà, en tout cas, j'ai vu une question dans ce sens-là, et c'est vrai que pour certains enfants qui sont vraiment à des niveaux d'explosion très élevés, parfois avant même de pouvoir aller plus loin en termes de stratégie, la question du traitement peut se poser quand ça prend une ampleur trop importante. On sait que le traitement du TDAH, que ce soit le méthylphénidate ou le Strattera, marche aussi hein. C'est moins sur des la choses. régulation des émotions. Voilà. Merci beaucoup. Je peux dire que c'est une idée de proposer des petites conférences, mais je pense qu'on peut essayer d'organiser des petites réunions, des petites conférences. C'est vrai que c'est quand on est avec des grands groupes, un grand nombre avec des jeunes enfants, je pense qu'il est plus préférable d'avoir un professionnel de santé avec des petits groupes. Et là, du coup, on est plus dans le même type d'organisation. Donc, ça peut se réfléchir, c'est à voir ou à envisager. Donc, je vais passer la parole à Thomas Lydie, dont j'ai activé le micro pour une question. Oui, bonjour. Déjà, un grand merci pour vos interventions et pour ce temps que c'est pour nous les parents, c'est très précieux. J'aurais une demande qui concerne peut-être la première intervention. Notre fils a 15 ans, bientôt 16 ans, il a plusieurs troubles, donc le TDAH et également un TSA, donc un trouble du spectre autistique. Et on a beaucoup de mal à trouver des professionnels qui prennent en compte ces deux troubles. Et donc, ce qu'on entend pour le TDAH, c'est, donc je reviens à la première intervention, c'est ce besoin donc de récompense, on va dire de retour positif et encourageant, de renforçateur. Et le souci chez notre fils, c'est que tout ce qui est de l'ordre du renforcement social ne fonctionne pas.
du fait, je pense, de son TSA. Et tout ce qui est récompense devient très vite, induit chez lui un comportement très rapidement obsessionnel. Et donc, en fait, c'est très compliqué. Donc, les émotions sont souvent très désagréables chez lui. Il a beaucoup d'émotions. Il est très souvent de mauvaise humeur. Il est très souvent fermé, très souvent... Et en même temps, dès qu'on veut induire des choses plus positives, ça devient très vite obsessionnel. Et on a beaucoup de mal à gérer ça. Et on n'a jamais pu avoir de réponse. Je ne sais pas si vous en auriez une à nous donner ou une piste à réfléchir. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous apporter une aide absolument fondamentale ou très importante, mais en tout cas, comme il a cette dimension de trouble de la communication, avec ces traits particuliers de tempérament TSA, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que dans ce que j'appelle moi l'autopsie de la crise, la façon qu'on a de dépioter ce qui s'est passé dans la crise, il faut aussi penser à rechercher toutes les choses qui sont en lien avec ses traits autistiques. C'est-à-dire voir est-ce qu'on a bien fait en sorte que tout le quotidien soit prévisible pour lui. Est-ce qu'on lui a demandé pour les enfants qui ont des troubles autistiques, pour eux, la flexibilité, c'est vraiment très, 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 très difficile. Et parfois même, on tire sur la corde de flexibilité alors qu'on veut leur faire plaisir. Par exemple, je ne sais pas, moi, on leur a dit, tu peux rester chez ton copain jusqu'à 4 heures. Et puis finalement, on se dit, oh là là, il a vraiment été adorable, on va l'appeler pour dire qu'il peut rester jusqu'à 5 heures. Et en fait, on a l'impression qu'on lui offre 1 heure de plus chez son copain. Mais pour lui, en fait, on lui impose de devoir changer un planning qui s'était déjà bien calé dans la tête. Et pour lui, ce n'est pas du tout un gain, c'est une prise de tête supplémentaire. Et donc, il va rester 1 heure de plus chez son copain, pensant lui qu'il va vous faire plaisir. Et il va rentrer à la maison, il ne sera pas content. Du coup, il va y avoir cette espèce de malentendu. Vous dire, mais je t'ai laissé 1 heure de plus et en plus, tu fais la tête. Et alors, lui, il va s'énerver parce que, vous voyez, donc il faut vraiment, quand les enfants, ils ont un petit peu cette double difficulté développementale, il faut toujours ne pas oublier qu'ils ont un trouble de la communication, qu'ils sont rigides, qu'ils n'aiment pas les choses qui changent, qu'ils n'aiment pas les choses qui se mélangent. Alors des fois, ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Vous avez fait un super repas, mais vous avez mélangé trop de goût. Et lui, ça lui casse les pieds. Pour lui, c'est difficile. Et tout ça, dans toute la petite première partie qu'on fait pour éviter la crise, il faut penser à ces éléments-là. Donc, ça vous fait un petit peu une double difficulté par rapport aux parents qui n'ont que des enfants, entre guillemets, qui n'ont que un TSA ou que un TDAH. Mais pour lui, cette histoire d'hyperactivité, c'est un petit peu, c'est quelque chose qui arrive en plus, c'est plus en option par rapport à ces troubles de la socialisation. Alors, c'est aussi en soi un peu un avantage parce qu'à cause de l'hyperactivité, il va avoir tendance à plus aller vers les autres, plus avoir envie de socialiser, plus se faire de choses et moins rester enfermé. Mais il n'empêche qu'au quotidien à gérer, il faut tenir compte de cette dimension-là. Et les enfants qui ont un TSA, ils ont aussi d'autres façons de leur cerveau de fonctionner. Pour le coup, eux, ils ont énormément d'alertes, ils ont beaucoup de rouge, mais ils ont beaucoup trop de bleu en même temps. Vous voyez ? Et de temps en temps, le rouge, il arrive à déborder le bleu et il passe à l'action sur des trucs qui ont un peu ni queue ni tête. Et ensuite, ils essayent de se rattraper, mais avec une maladresse sociale, donc il faut encore plus de trucs bizarres. Donc, ça devient compliqué. Pour les récompenses, en fait, moi, j'ai envie de dire moins, c'est mieux. Quand on a un enfant qui a juste un TDAH, il faut toujours se creuser la tête pour lui trouver 50 milliards de récompenses, parce que les récompenses qu'on avait trouvées le mois dernier, ils n'ont plus grâce à ses yeux ce mois-ci. Les enfants qui ont un TSA, eux, ils sont vachement routiniers, ils sont très routiniers. Donc pour eux, si on a trouvé un truc qui fonctionnait, et ben celui-là, on peut l'étirer longtemps et on peut toujours proposer la même chose, tout en faisant attention à ce que ça ne soit pas un petit peu en contradiction avec leur TSA. Alors, c'est vrai que les thérapeutes qui sont très rompus à la guidance parentale pour les enfants qui ont un TSA, ça peut être une vraie aide pour vous. Voilà, sachant que vous n'aurez pas un enfant qui a un profil de TSA typique hors option, quoi. Mais il n'empêche qu'il y a plein de ruses dessus que les gens qui font de la guidance parentale pour parents d'enfants avec un TSA peuvent vous donner,
qui peuvent être vraiment très utiles. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de vous rapprocher des gens qui s'occupent des enfants qui ont un peu la double casquette. C'est vrai que les thérapeutes de la FTCC, ils ont beaucoup, ils fonctionnent, enfin, qui ont un peu un abord un peu comportementaliste, ça peut très, très, très bien fonctionner. Ceux qui vont avoir un abord un peu plus attachementiste, ils risquent avec le TSA de vous donner plus de conseils qui ne vont pas vraiment marcher. Par exemple, un enfant qui a un TSA, on peut pas lui faire un câlin de la même manière. Si lui, il n'a pas envie d'être touché, vous ne lui ferez pas de câlin. Mais ils ont aussi de la désirabilité, ils ont aussi des envies sociales. Il faut voir ce qui lui fait plaisir à lui. N'hésitez pas des fois à lui poser la question. Là, qu'est-ce que tu as envie que je te dise? Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise et qui te ferait plaisir? En faisant attention à ne pas poser des questions trop ouvertes, parce que du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux rajouter quelque chose? Bonjour, monsieur. Nathalie, elle est muette. Voilà. Non, je n'ai pas mis son micro même. Nathalie? Elle doit être muette, oui, parce que là. En tout cas, si je peux juste rajouter quelque chose. Moi, ce que j'aime dire en consultation aux parents, c'est que les parents de Superman aussi ont beaucoup galéré. Que quand il était petit, à chaque fois qu'il faisait une crise, il cramait la grange avec ses yeux. Et qu'à chaque fois qu'il faisait une fugue, il fallait le retrouver à Minneapolis. Mais n'empêche qu'une fois qu'ils avaient dépassé tout ça, au bout du bout, ils étaient quand même très heureux que leur enfant ce soit Superman. Une explication de Sarah. Donc, merci Sarah. Non, mais c'est vrai qu'avec les enfants, on a toujours beaucoup de difficultés. Je peux vous assurer que pour avoir un fils qui a fêté ses 35 ans, aujourd'hui, il gère tout ça très très bien. Et même si enfant, on a eu beaucoup de crises, beaucoup de fugues dans les fossés environnants, etc. On a vécu les mêmes choses que vous. Donc, un jour ou l'autre, ils finissent par apprendre à gérer. Ça ne se fait pas sans mal. Donc, je passe la parole à Susanna Espinosa. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier d'abord le travail que vous faites et rejoindre aussi les commentaires des parents, puisque, en effet, le burn-out parental il est très mal expliqué. On a les psychologues que nous pouvons consulter pour les enfants, mais aussi pour les parents, ne prennent pas en charge complètement les problèmes de la famille, comme elle fait Nathalie Franck à Montpellier. C'est très difficile d'accéder à des groupes qui sont déjà complets ou qui, je ne sais pas, il faut vraiment connaître quelqu'un pour pouvoir accéder. Donc, le travail de votre association pourrait peut-être nous accompagner un petit peu, nous les parents, pour éviter une nouvelle burn-out parental, une gestion des émotions qui est vraiment très limitée. Surtout pour les parents comme moi qui sont solos et qui ont une famille très loin. Donc, je pense qu'on pourrait explorer des choses comme ça, des groupes pour les enfants, des groupes pour les parents. Et puis, si je vous réponds. C'est très bien. Ce qui fait que j'en étais un petit peu en retard, c'est parce que j'étais quand même très à la bourre pour mettre au point tout. Je travaillais beaucoup en dernière minute. Pourquoi? Parce que il y a une deadline qui est demain, qui est le 8 juillet, pour déposer des projets de formation et je suis en train de déposer des projets pour obtenir des formations dans différentes directions. Ce sont des projets à 220 000 € pour mettre ça sur pied. On ne peut pas faire des choses comme ça gratuitement, enfin il faut des moyens pour faire des choses bien propres. C'est pas parce que c'est pour les parents ou pour des médecins ou etc. C'est pas parce qu'on peut faire des zooms comme ça très spontanés et que c'est assez facile. Je pense que si on veut faire les choses bien, on doit pouvoir les faire en y mettant un peu de moyens pour que les choses soient vraiment au bénéfice des familles. Maintenant, obtenir les subventions, c'est pas simple, c'est pas facile à faire et c'est beaucoup de travail. Et je pense que là, pour finir le dossier, je vais avoir une nuit assez courte. Et mon mari m'a salué tout à l'heure en allant à la plage. Moi, j'irai pas, mais
j'essaierai de faire le dossier de subvention pour qu'on puisse financer ce type de projet. Et le comité scientifique est très partant et on les remercie parce qu'ils sont toujours souvent là, vous avez remarqué, Nathalie, et puis on a des gens comme Sarah aussi qui sont très dévoués et qui donnent leur temps. Mais c'est vrai que vous avez raison, on a besoin de plus de choses. Le gouvernement en est conscient, actuel, là, on est entre deux, on ne sait pas encore, mais la délégation interministérielle avec la stratégie, ils en sont conscients des besoins des familles. Après, il faut se battre pour être un peu dans les priorités. Parce que bon, c'est vrai que pour les enfants, on a commencé à faire des choses, mais on est au début. Et même pour les adultes, c'est une catastrophe. Et je pense qu'il faudra peut-être monter pour leur taper sur les doigts, comme pour l'autisme au niveau européen, pour le défaut de soins, parce qu'on est vraiment dans cette situation où il y a des disparités telles sur toute la France que c'est absolument pas normal. C'est la manque aussi la manque de spécialistes qui sont formés en TDA, parce qu'on trouve beaucoup de psychologues et beaucoup de coachs qui ne sont pas formés. Et c'est vrai qu'il faut, moi je pense que l'approche de Nathalie Franck, parce que j'ai lu son livre, c'est super, mais nous sommes démunis parce que nous n'avons pas accès à ces groupes de parole, donc en tant que nucléo familial. Donc même s'il faut payer, j'ai fait la formation Barclay aussi, mais c'est pour les petits, il faut les adapter, il faut nous accompagner peut-être pour se sentir un petit peu moins seul. Donc, je pense que même si on fait une espèce de ce que vous faites maintenant, et faire payer un peu les parents, et je pense qu'il y a certains d'entre nous qui pourront même subventionner d'autres parents qui n'ont pas les moyens d'assister. Enfin, il y a peut-être toujours moyen de faire quelque chose. Et voilà, mais c'est tout que je voulais dire. On demande des subventions, c'est pour faire en sorte que c'est. Je ne dis pas que ce sera gratuit, mais c'est pour faire en sorte que ces formations puissent être mises sur pied, parce qu'il y a déjà une grosse somme à mettre sur la table pour monter le système. Après l'entretien et suivre ça demandera un peu de travail administratif. Nous, notre association, moi, je sais que je travaille bénévolement, et beaucoup de bénévoles le font bénévolement, mais on ne peut pas faire de l'administratif que sur des bénévolats, c'est pas possible. Il faut aussi des gens donc il faut, à un moment donné, il faut de l'argent. Et si c'est pas pris en charge par l'État, il faut que ce soit les parents qui paient. Mais si on a des subventions en quantité suffisante, ce sera gratuit. Voilà, je passe la parole maintenant à Fabienne. Il faut que je retrouve les participants, parce que là, je sais pas. Donc, j'ai activé le micro. Fabienne, ah non, mais Fabienne, elle n'est plus là. Donc, il y avait, je passe la parole à Domitille. Oui, bonjour. Voilà, désolée. Bonjour, merci pour votre intervention. Ce qui est effectivement un petit peu dommage, c'est qu'on est beaucoup et du coup, interagir les uns avec les autres, c'est compliqué. Parce que tout à l'heure, par exemple, il y a une maman qui disait que vous disiez que ce serait bien pendant les crises, pour pas qu'elles durent plusieurs heures, de se taire. On n'a plus le son. Vous m'entendez? Vous n'entendez plus, oui. Pour l'avoir vécu plus jeune, je détestais qu'on se taise face à moi. C'était ce qu'il y avait de pire et ça aggravait encore plus les choses. Donc, là, les crises se font à peu près une fois toutes les 15 jours, 3 semaines à peu près ici, avec mon fils qui va avoir 11 ans. Et une des seules choses qui potentiellement aide, c'est que pendant le délai de 30 ou 40 minutes de plateau, et moi j'appellerais ça un espèce de plateau latence parce qu'il est recroquevillé sur lui-même, il déteste être contraint physiquement, et la seule solution que j'ai trouvée, c'est justement de pas chercher ni réponse ni solution, juste lui dire qu'on est là, qu'on l'encadre, qu'on l'entoure. Et en fait, ça m'aide aussi, moi, à pas m'énerver, et ayant le même profil que lui,
C'est la seule chose que j'ai trouvée après 4 ans et demi de test, quoi. Après avoir, je pense, tout testé. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est de me mettre à côté de lui et de le rassurer sur le fait qu'on l'entourait. Mais même après 4 ans et demi et un diagnostic de TDAH posé, entendre son fils de 11 ans dire bah, de toute façon, la seule solution, c'est que je meure. On n'est de toute façon pas prêt à l'entendre, mais les colères sont de toute façon tout aussi compliquées à appréhender. Et justement, je me posais la question, est-ce que vous auriez Nathalie, on va laisser répondre Nathalie parce qu'elle doit partir. Je vois qu'elle a mis un petit message. On va la laisser répondre. Nathalie, attends, ton micro n'est pas activé. Ok, elle est plus là. Et moi, je te vois pas dans les... Elle est plus là en fait. Elle est plus là? Si, je la vois sur mon PC, je la vois, et sur mon Mac, je la vois pas. Bah, je la trouve vois pas. Elle est là. Si, tu es là pourtant. Mais je peux pas activer ton micro et ton micro est coupé. Elle parle, Nathalie, mais Nathalie, tu parles, mais on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. Et je ne peux pas activer ton micro parce que sur mon Mac où je peux attends, activer. Ça marche? J'essaye avec l'autre ordinateur. Non, ça marche pas. Les liaisons sont mauvaises. Hein. Elle doit s'en aller, Nathalie. Je suis désolée. Donc, Sarah va répondre. Je pense que Sarah saura répondre de toute façon. Vous faites un peu les mêmes métiers. Et puis, merci Nathalie. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Et merci beaucoup de ta participation. Et je suis vraiment... c'est assez frustrant de ne pas pouvoir activer ton micro parce que dans la salle, là, je ne te vois pas. Ça y est, je crois qu'elle est partie. Oui, mais là, elle est partie. Là. Bon, alors Sarah? Oui. Alors, juste, madame n'avait pas fini sa phrase et sa question. En fait. Ah. Et ça, c'est tout moi. Il manquait la fin de la question. La question, c'était quel est le... Parce que tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, en fait, moi, je trouve ça très sympa de votre part. Hein, mais j'ai assisté vraiment à cette conférence en me disant, je vais essayer de trouver des solutions pour réussir, psychologiquement à gérer la crise. Et que faire quand nos enfants sont dans les extrêmes et comment gérer ça? À part lui dire je comprends et je t'entoure, j'ai pas d'autres solutions, quoi. Donc il y a mon mari qui m'a rejoint justement et on est tous les deux en manque de savoir gérer ces crises et ça fait du coup, comme je vous le disais, ça fait 4 ans et demi qu'on y fait face. Et chaque crise est pour autant toujours compliquée psychologiquement à vivre. Donc, du coup, je sais, encore une fois, je ne sais pas si je vais pouvoir vous apporter une réponse miraculeuse là, un peu au fil de l'eau, mais l'une des premières choses auxquelles il faut penser d'une manière générale, hein, moi je ne suis pas du tout experte pour votre cas spécifique à vous, donc je vous parle un petit peu d'une manière générale, c'est de ne pas être tout seul et de se faire déjà accompagner. La deuxième chose, c'est qu'il faut se faire aussi accompagner par quelqu'un qui connaît bien les difficultés de régulation émotionnelle et qui connaît bien les problèmes de TDAH. C'est-à-dire que être accompagné par, je ne sais pas, un psy lambda qui connaît plus ou moins, mais dont c'est pas un petit peu la passion ou la spécialité, ou voilà, ça devient compliqué parce que vous n'allez pas avoir des conseils taillés sur mesure. On est suivi. On a l'aide d'un pédopsychiatre qui vient de nous écouter, enfin, et qui a posé le diagnostic de TDAH et qui l'a mis sous Ritaline tout dernièrement. Mais ça fait 1 an qu'on en discute. Et là, ça fait 2 semaines qu'il est sous Ritaline.
Donc, avec un espèce d'effet rebond dont on n'a pas été au courant, et les premiers jours, ça a été vraiment costaud. C'est un peu compliqué. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure, je vous entendais dire, ça fait 4 ans qu'on a tout essayé. Alors, on n'a jamais vraiment tout essayé et on n'a jamais vraiment tout essayé. On n'a jamais vraiment essayé toutes les combinaisons. Et de tout ce qui est possible, il y a bien une combinaison quelque part qui est un peu faite pour vous. Donc là, il y a un traitement qui a été mis en place, c'est un peu un renouveau et peut-être qu'il y a des tas de choses que vous aviez essayé sans traitement et qui, avec le traitement, vont pouvoir montrer une certaine efficacité. Donc, si je dois vous dire quelque chose, c'est surtout ne vous découragez pas, c'est-à-dire ne vous désespérez pas. Lui, il vous tient des propos qui montrent que il est triste, qu'il en a marre. Après, je suis pas là, donc je peux pas tellement évaluer si il y a un risque de passage à l'acte ou pas. C'est pas du tout le lieu. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut voir avec aussi son psy. Mais ce sont aussi des enfants qui peuvent tenir des propos extrêmes. Voilà, tout ce qu'ils ressentent, eux, c'est 30% plus intense que la plupart des gens. Là où tout le monde a des émotions un peu couleur pastel, eux, ça va être du vif, quoi. Je vous entendais tout à l'heure parler non seulement des repérages des indices, le repérage plus des indices négatifs dans une journée, ça marche aussi, j'imagine, chez la perception. Comment expliquer, quand il arrive dans une pièce, il cerne tout de suite l'ambiance et il relève déjà tout ce qui est négatif dans la pièce. C'est ça, c'est l'hyperséance de l'hostilité, c'est-à-dire qu'il a une espèce de loupe qui grossit tout ce qui est négatif. Mais ça, c'est presque un réflexe de survie, j'ai envie de dire. Normalement, nos ancêtres, ils fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivaient dans un nouvel endroit, ils repéraient d'abord les points de danger. Et ensuite, ils s'adaptaient par rapport à ça. Et ça, chez les enfants qui ont un TDAH, tous ces trucs très instinctifs, très taillés par l'évolution sont quand même extrêmement saillants. Mais dans un contexte qui ne sert à rien. C'est-à-dire que quand on rentre dans une salle de classe, il n'y a pas de danger mortel. Donc, la tête trouve ce qu'elle peut trouver, quoi. Vous voyez ? Oui, je comprends bien. L'autre chose, le fait que vous soyez malheureuse et que vous vous sentiez mal, je veux dire, c'est un peu bizarre à dire, hein, mais c'est presque une bonne nouvelle. Parce que vous êtes humaine, vous n'êtes pas un robot, vous ressentez des trucs et votre enfant y voit aussi. Voilà. Donc, c'est le fait que vous ayez trouvé la ruse dessus pour pouvoir l'entourer quand il ne va pas bien, c'est déjà énorme. Mais je reprends ce que disait Nathalie. Quand les enfants sont dans cette situation de crise, ils ont un peu tous les neurohormones de toutes les synapses qui sont un peu en folie, quoi. Donc, à chaque fois que vous allez rapporter quelque chose de nouveau, ça va rajouter de l'eau au moulin. Et être à côté de lui en ne disant rien, juste en lui disant au début, t'inquiète pas mon chéri, je suis là, ça va passer, et vous restez là et vous bougez pas, c'est déjà énorme et c'est très différent de l'ignorer pendant qu'il crise à côté de vous et que vous faites semblant que vous n'avez rien vu et que vous n'avez pas répondu. Oui, bien sûr. Donc, peut-être que ce que vous avez senti quand vous étiez plus jeune, c'était le fait qu'on vous ignorait et qu'on faisait de ce magma émotionnel un non-événement. Et du coup, ça, de se sentir annulé, nié, c'est compliqué. Alors que quelqu'un qui est là, un peu comme non, ça c'est quelque chose que j'ai testé avec lui en fait. Comment? Ça c'est l'ignorer. Continuer ce que je suis en train de faire en lui lançant entre deux des regards bienveillants, mais continuer de cuisiner, m'occuper de son frère et sa sœur. Ça c'est quelque chose que j'avais testé avec lui. En fait, ce que j'ai l'impression aussi que, par exemple, on avait trouvé comme solution aussi de lui mettre la musique qu'il aime, avec les chansons qu'il aime et qui le booste, et où on sait que ça apporte un effet positif sur lui. Ça marche un temps, et puis hop, il faut trouver autre chose. Et j'ai l'impression qu'on doit être sans cesse dans la nouveauté. Et vous pouvez, oui, parce qu'ils ont besoin de nouveautés, mais vous pouvez aussi le rendre acteur de ça. C'est-à-dire qu'il a quel âge maintenant, rappelez-moi? Il va avoir 11 ans. Voilà, maintenant il a 11 ans.
à 11 ans, il doit aussi, vous pouvez lui dire, eh ben, écoute, là, écoute, on écoutait de la musique et ça te faisait du bien. Maintenant, moi, je vais réfléchir et j'aimerais que toi aussi, tu réfléchisses à une nouvelle chose qui peut te faire du bien, pour que lui aussi, il soit acteur du fait de trouver sa régulation émotionnelle. Quand il est au fait de la crise, que c'est l'acmé et que le Vésuve va exploser, c'est pas là où il peut trouver des solutions. Mais à froid, comme l'expliquait Nathalie, le plus gros du boulot, il va se faire à froid. Lui trouver un espace où il se sent bien, qu'il est dans sa chambre, sa cabane ou son perchoir ou son terrier ou un endroit où il peut se mettre en retrait. Mais il faut que tout ça, il faut qu'il s'entraîne avant. Il peut pas s'inventer Karate Kid de la gestion émotionnelle à la dernière seconde. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a un vrai travail à faire en avant. Maintenant que vous avez enfin trouvé un psychiatre qui a pu cerner votre difficulté et vous aider, maintenant, ça peut être pas mal de trouver un psychologue qui peut vous faire de la guidance, quitte à ce que la personne elle puisse venir 1 ou 2 fois à la maison, vous aider à aménager sa chambre, des choses comme ça. D'accord. Ok. Je donne la parole à Geneviève, qui n'a plus, sa main n'est plus levée. Alors, je ne sais pas s'il est toujours présent. J'essaie d'activer le micro. Alors, je ne sais pas si elle m'entend. Geneviève, qui avait demandé la parole, qui apparemment ne l'a non plus. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, ma petite question, c'était, je l'ai posée un petit peu sur le chat, c'est en fait comment on gère une crise en public et notamment devant certains membres de la famille ou certains amis qui eux-mêmes ne comprennent pas en fait le trouble et sans cesse avec ces petites pensées là, oui, ton enfant est mal élevé, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, alors que voilà, c'est purement le TDAH et c'est vraiment une crise. Donc voilà, c'est ces petits outils. Parce que quand on est à la maison entre nous, voilà, il y a des petites... on arrive, enfin moi avec ma fille, j'ai quand même réussi à trouver des petites choses, mais c'est vraiment le public quoi. C'est on est dans un parc d'attractions, on est au magasin, enfin voilà, comment on gère une crise dans ces situations-là, quoi. Alors, c'est comme toujours, quand la crise, elle est là, c'est très compliqué de... Voilà, les recettes pour gérer la crise une fois qu'elle est là, c'est un peu... j'ai presque envie de dire, c'est un peu fichu. Il faut laisser la crise se passer. Mais alors, j'ai envie de vous dire une chose. Quand vous êtes au supermarché et que votre enfant, il fait une crise, vous ne devez rien aux gens qui sont au supermarché à côté de vous. Je veux dire... le petit papy dans la file d'à côté qui nous sort son sempiternel, il leur manque une bonne petite guerre et si c'était moi, je leur mettrais 2 claques, et ben, il garde ses opinions pour lui et vous ne leur devez rien. Vous faites comme s'il n'y avait personne autour et vous gérez comme vous gérez à la maison. Parce que sinon, votre enfant, il va repérer que dans certains contextes, vous êtes un peu démunis. Donc, il faut faire un travail pour vous, pour développer votre module « Je m'en fiche ». Hein, Christine, tu me dis ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord. Moi, je regarde les gens droit dans les yeux. Maintenant que je suis plus âgée et que je fais partie de ces gens qui regardent parfois les enfants qui font des crises, alors ça m'amuse toujours beaucoup de les regarder. Et souvent, je dis, oh là, encore un pauvre enfant battu avec des parents aidés. Et puis les parents, ils se marrent parce qu'ils voient bien que je prends sur le ton de la plaisanterie parce qu'on ne peut pas empêcher ça. On l'a tous vécu à un moment ou à un autre. Si vous pensez que chez les autres, les enfants sont parfaits, d'abord vous vous trompez, parce que moi, avec l'expérience et le temps, je me suis aperçue que, évidemment, la femme du médecin qui mettait ses enfants en randonnion à l'église, pour qui tout était extrêmement parfait, et qui m'avait l'air de l'exemple de la mère qui éduque bien ses enfants, etc. Il se trouve qu'à un moment donné, je suis devenue amie avec elle et que j'ai appris l'envers du décor. Eh bien, franchement, ma situation, c'est bien meilleure que la mienne. Je n'avais rien à lui en dire, bien au contraire. Et la situation, on ignore tout d'une façade et on ne sait pas ce qui se passe pour chacun et ce qu'ont vécu les gens qui sont là au supermarché ou ailleurs. Et ils vous regardent peut-être, mais passez au-delà, c'est sans importance. Et alors, pour passer au-delà, que ce soit des étrangers ou je vois des gens qui disent oui, mais quand c'est mon grand-père, quand c'est mes meilleurs amis, etc., posez-vous une question. Alors, je ne veux pas faire de la pseudo-psychologie de comptoir par Zoom interposé, hein, mais posez-vous la question.
un tel qui me dit telle chose, en quoi ça me parle de moi? Qu'est-ce que ça me renvoie? Quand il me dit ça, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Qu'est-ce que ça me fait? Et est-ce que c'est légitime? Est-ce que je me sens attaquée dans mon rôle de mère et finalement je me sens fragile par rapport à mon rôle de mère? Est-ce que ça me renvoie le fait que, vous voyez, ça renvoie quand on se sent jugé par quelqu'un, on se sent négativement jugé sur des sujets bien particuliers qui appartiennent à chacun. Une fois qu'on les a identifiés, c'est plus facile de s'en ficher. Et puis, moi, j'ai envie de dire, voilà, la vie, elle est faite de ça. Les gens, ils vont, ils viennent. Un jour, on les a aimés. Le lendemain, on les aime plus. Et puis, 10 ans plus tard, on les re-aime parce qu'ils ont vécu d'autres choses. Les gens, ils ne comprennent pas aujourd'hui. Mettez un petit peu de distance. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, ils comprendront. Peut-être que les choses, elles changeront. Mais en tout cas, votre enfant, finalement, est plus prioritaire que tonton Maurice ou votre meilleur pote ou je ne sais qui. Donc, c'est difficile à dire, c'est difficile à faire, mais mettez vraiment de la distance, quoi. Chirac disait les promesses, voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et les critiques comme ça au débeauté n'engagent que ceux qui acceptent de les prendre. Si ça glisse comme sur les plumes d'un canard, voilà, quoi. Ouais. Refusez-les par nature, refusez-les, voilà. Oui, il faut vraiment les refuser. Et puis, là, je vois, il y en a beaucoup. Enfin, une maman qui est intervenue tout à l'heure en a parlé, puis une maman là qui en reparle, qui parle du burn-out parental. Bon, je retiens, je pense que c'est un sujet qui intéresse. C'est un sujet à aborder. Il ne faut pas avoir... Enfin, c'est facile à dire parce qu'au moment où on est en burn-out, souvent, il est trop tard. Il est trop tard, on y est, et là tout est en danger. Mais c'est vrai que quand on sent qu'on est trop sous pression, qu'on est en tant que parent, que trop c'est trop, il faut s'accorder le droit de se mettre en pause parent. Moi, je sais qu'un jour, j'ai pris la voiture, j'ai fait mes 500 km pour être toute seule, et j'ai passé 3 jours toute seule parce que je savais qu'il fallait que je revienne au bout de ces 3 jours, mais il fallait que je sois en pleine forme parce que j'avais un de mes enfants hospitalisé qui sortait et qui allait me mettre à rude épreuve parce qu'elle n'avait pas supporté l'hospitalisation. Enfin, moi, j'ai vécu, comme vous tous, des choses pas faciles. C'était il y a 14-15 ans maintenant. Et je vous assure que si je n'avais pas pris cette pause, pris du temps pour moi, parce qu'il faut être super fort pour affronter tout ça. Et pour le prendre, on se dit, il faut que ça glisse que sur les plumes d'un canard. Ça glisse d'autant mieux qu'on est bien. On est en forme et que franchement on s'en fiche parce qu'on est tellement fort à l'intérieur que ça ne peut pas nous atteindre. Mais quand on est déjà très affaibli et que petit à petit on a tellement cumulé qu'on est au bord du burn-out, c'est peut-être le moment de dire stop, de dire voilà, je mets en pause. Et parfois mettre en pause, c'est accepter que d'autres s'en occupent, peut-être mal, peut-être moins bien, peut-être pas comme on aurait aimé, mais qu'au moins les autres gèrent à votre place. Parce que mieux vaut se ressaisir et reprendre des forces que de se laisser aller Parce que le burn-out parental, je vais peut-être être un peu brutale, mais pour avoir vécu un burn-out une fois, je me suis dit qu'on n'y reprendrait pas 2 fois. C'est qu'un beau matin, on se réveille et on a juste envie de se suicider. On a son cerveau qui vous dit « mais non, mais tu déconnes complètement, tu n'as pas du tout envie de ça. Mais pourquoi ton cerveau il veut ça ?» Enfin, une espèce de bataille dans le cerveau qui se met à se produire et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui déconne complètement et vous n'arrivez pas forcément à reprendre le dessus. Et c'est pour ça que c'est important d'intervenir avant ce moment-là. Alors, on parle de burn-out parfois avant parce qu'on sent bien que la pression est trop forte et que ça ne va pas. Mais il ne faut pas arriver au point où le burn-out, il est là, quoi. Parce que lui, il vous tombe dessus, mais moi, je ne pensais pas que ça pouvait tomber comme ça. Alors, je pense que tu connais un peu mieux le phénomène. Le principe du burn-out, c'est qu'il tombe comme ça. C'est-à-dire que c'est un élastique qui pète. Et avant qu'il ait pété, il n'était pas pété. Et une fois qu'il est pété, il est pété. Et voilà. Et ça arrive, voilà. Et voilà. Donc, c'est important de prendre soin de ça. Je reprends 2 questions. Et puis, je vais arrêter. Je vais prendre les 2 dernières personnes que j'avais notées sur mon cahier déjà depuis un petit moment et qui ont patienté. Et voilà. Donc, je vais prendre Aline. J'active le micro. Dit ouais. Et puis après, ce sera Élodie Lamotte que j'avais vue. Et après, j'arrête parce qu'on aura dépassé le temps largement, même si on investit. Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour ce moment. Moi, je voulais revenir un petit peu vers vous pour du positif, parce que voilà, comme tout le monde, les moments de crise, etc., sont des choses qui ont été compliquées à gérer, mais je voulais juste vous faire part de deux choses qui ont pu nous aider un petit peu et qui, je trouve, font leur effet depuis un petit moment. Donc, ça a été aussi de faire très attention au ton de la voix, parce que moi, j'étais quelqu'un qui criait beaucoup, qui suis très anxieuse. Et déjà, à partir du moment où j'ai fait attention à avoir un ton beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé et apaisant, j'ai vu déjà des grandes différences. Et ensuite, alors là, finalement, je parle de l'avant-escalade, parce qu'on parle beaucoup de la crise, mais de l'avant-escalade. Je trouve que ce qui a été aussi très, très payant, c'est apprendre à revoir mon niveau d'exigence et mon niveau de priorité. C'est-à-dire, est-ce que c'est important de vraiment l'obliger à ne pas mettre la tenue de foot que je trouve moche et que j'avais acheté la super jolie tenue pour le repas du dimanche, ou est-ce que finalement, il n'y a pas moyen de lâcher là-dessus parce que ça m'a... Non, pardon, désolée. Désolée, c'est moi qui... Ah, ça c'est moi. Pour toi, qu'il y a un truc positif. Et donc, en fait, ça m'a permis de lâcher sur ce qui était moins important et de devenir plus cadrante sur ce qui l'était, en fait. Puisque ça se passe mieux d'une manière générale, eh bien, en fait, ça m'a vraiment permis, avec mon mari, de pouvoir revenir plus fréquemment à froid sur des choses qu'on aimerait bien qu'il mette en place et sur lesquelles on aimerait bien qu'il fasse plus attention sans que ça génère de crise. Donc, en fait, ça nous a permis de trouver un équilibre. Alors, je dis pas qu'on est parfait, hein, là, il y a plein de trucs qui vont encore pas. Mais puis, les TDA et pas des TDAH déjà. Mais je trouve que voilà, le fait de lâcher, je trouve que ça a été vraiment une clé. Et pour en avoir parlé avec des amis qui ont des enfants TDAH plus âgés que les nôtres, eh bien, je me suis rendu compte qu'aussi le fait de lâcher, ça a permis de permettre, que la famille soit moins sous pression. Et il y a quelque chose qui s'est passé de chouette à ce niveau-là, en tout cas. Je confirme. Il faut choisir ses combats, comme disent les médecins. Alors, dans les proverbes qu'il faut faire sien, alors d'abord, il faut choisir ses combats, ça c'est vrai. La deuxième chose, par rapport aux gens qui vous font des critiques, dites-vous qu'il ne faut pas confondre tourisme et immigration. C'est-à-dire que des fois, les enfants, ils vont chez les grands-parents et pendant 3 jours, ça se passe merveilleusement bien. Et les grands-parents, ils vous font « Mais enfin, Marie-Amélie, je ne comprends pas. Avec moi, il est absolument extraordinaire. » Voilà. Vous vous dites « Elle ne sait pas. Elle confond tourisme et immigration. » Voilà. Et la troisième, c'est que les gens qui ont des Renault 5 ne peuvent pas donner des conseils de conduite à des gens qui ont des Ferrari. Voilà. Et ensuite, je reviens pour les histoires de gens qui crient. C'est vrai, c'est très important parce que les tonalités de voix aiguës sont décodées par notre cerveau comme des tonalités d'alarme. Ça veut dire qu'il y a un prédateur qui va arriver, court dans tous les sens pour qu'il ne puisse pas anticiper ta trajectoire. Donc, plus vous criez, plus vous désorganisez un enfant qui est déjà en stress. Ce que je demande, moi, ce que je conseille aux parents, c'est d'aller voir un orthophoniste ou un phoniatre sur 3-4 séances pour que la personne en question leur apprenne à parler avec leur voix de poitrine et arrêter de crier avec la voix de tête. Ou alors, je leur dis, essayez de crier avec les yeux. Et ça marche bien aussi. Donc, essayez de crier avec les yeux. Et si vous criez trop avec la bouche sur des voix aiguës, allez voir un orthophoniste qui va vous aider à crier avec votre voix de poitrine. Vous allez entraîner vos cordes vocales dans le moment de stress à se mettre dans d'autres conformations et vous n'allez pas déclencher le réflexe Ouistiti du cerveau de votre enfant. Voilà. Une autre question, je reprends quelques questions comme ça qui sont revenues un petit peu en fil conducteur depuis le début des échanges. C'est comment on fait quand on est soi-même parent d'enfant, parce que en fait le problème c'est que le parent il est TDAH lui-même et il n'arrive pas à se réguler, quoi. Et ça c'est assez récurrent. Je me souviens des débuts de l'association, il y avait une bénévole qui s'appelait Viviane qui disait pour lui dire de se calmer, j'étais là, mais calme-toi. Ça marche pas. Et donc, il a fallu qu'elle apprenne, elle, à se calmer, quoi. Et c'est vrai que pour les parents, eh bien, il faut... Sarah, tu peux répondre, mais je pense qu'il faut aussi s'occuper de soi. Oui, alors c'est très important. Quand on a soi-même un TDAH,
Alors déjà, il faut, comment dire, il faut finalement être content d'être différent parce que si on était tous identiques, on serait des fourmis. Et les gens qui travaillent sur les fourmis vont vous dire même les fourmis, elles ne sont pas identiques, elles ont toutes des tempéraments différents et c'est ça qui fait que la fourmilière, elle est puissante. D'accord? Mais du coup, les zones un peu compliquées pour s'adapter au quotidien de son TDAH, il faut le traiter. Et une fois que vous aurez réussi à mieux réguler vos émotions avec de l'aide, avec un psy, avec un psycho, avec de la méditation, avec ce que vous voulez, du yoga, etc., vous aurez plus d'outils pour aider votre enfant. Parce que finalement, votre enfant, il a à 50% des choses que vous lui avez données. Hein? Donc, oui, il faut prendre soin de soi. Voilà, il faut prendre soin de soi. Il faut apprendre à dompter son propre TDAH. Et une fois qu'on a dompté son propre TDAH, on est encore mieux armé pour aider son enfant. Vous êtes un peu comme dans ma diapo avec la conversation au repas de Noël. Là. Vous êtes debout sur 2 chevaux. Ben, une fois que vous avez réussi à faire ça, c'est plus facile d'aider votre enfant à le faire aussi. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, bien sûr. Voilà. Merci Sarah. Je vais passer la parole à Élodie. J'ajoute juste que les parents d'enfants s'étaient posé la question dans le triage. Ça me revient. Et on a un avantage quand on est soi-même TDAH, c'est qu'on a des facilités à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Il faut juste arriver soi-même à s'auto-réguler un peu mieux pour pouvoir mieux le prendre en compte. Mais je pense qu'on a une capacité à mieux comprendre l'enfant. C'est aussi un plus, c'est pas toujours que des désavantages. C'était aussi pour dire ça. Donc je passe la parole à Élodie Lamotte. Voilà, Élodie qui est là. Bonjour à tous et puis merci pour vos interventions. Alors nous, on est parents d'un petit garçon de 8 ans, diagnostiqué TDAH il y a 2 ans, qui est sous Focaline, qui est suivi en Suisse par une neuropédiatre et qui nous fait des crises avec de plus en plus de violence envers les autres, notamment envers moi, dernièrement envers sa cousine qu'il a essayé d'étrangler ou même moi, il essaye de m'étrangler. Dans ces moments-là, il a les pupilles complètement dilatées. Effectivement, hein, je vais revenir sur ce qui a déjà été dit, mais on ne le reconnaît pas, c'est pas lui. Et au bout d'un moment, il réagit et il comprend que ce qu'il a fait. Il s'éloigne et il se prostre et puis il se met à pleurer. Et en fait, il a honte et il le dit lui-même. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi je me mets dans ces états-là. C'est la faute à mes neurones. C'est pas moi. Faut faire quelque chose. Faut m'aider. Et dernièrement, il nous a avoué qu'il avait des hallucinations auditives. Donc, il entendait une voix gentille et une voix méchante. Et que souvent c'était la voix méchante qui prenait le dessus sur la voix gentille. Et c'est ça qui fait qu'il se met dans ces états-là. Et ça, je ne sais pas trop comment l'interpréter. La neuropédiatre ne sait pas non plus. Du coup, on a réussi à avoir un rendez-vous en urgence, entre guillemets, mais c'est déjà pas mal, dans 1 mois et demi avec un pédopsychiatre. Mais c'est vrai que du coup, on se pose beaucoup de questions. Moi, j'ai fait un burn-out, je suis sous antidépresseur, donc comme a dit la personne juste avant moi, ça m'a permis de lâcher prise sur certaines choses. Mon mari est à la limite du burn-out. C'est très difficile pour nous de gérer ça, surtout que on a un 2e enfant qui lui subit un peu tout ça et il ne supporte pas voir son frère dans ces états-là. Donc, je ne sais pas trop comment me positionner là-dedans. Voilà, je vais laisser Sarah répondre parce que d'avoir le début de déjà, le fait que vous puissiez voir un pédopsie, c'est quand même une très bonne chose. Pour que lui, il puisse évaluer, il puisse explorer ces phénomènes hallucinatoires ou ces voix ou ces choses-là. Il faut savoir que les enfants, à cet âge-là, c'est un peu flou le dehors, le dedans. Donc, des fois, ils peuvent avoir la sensation qu'ils entendent une voix, mais ce n'est pas vraiment des voix. Ça peut être ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des phénomènes imaginatifs, ça peut être une façon de s'expliquer à lui-même pourquoi à des moments il se transforme en démon alors que lui il se sent plutôt angélique.
mais ça peut être d'authentiques hallucinations acoustico-verbales. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment peut-être revoir le traitement ou revoir la situation ou faire une évaluation. Ou voilà, ça peut être aussi des phénomènes qui peuvent apparaître quand les enfants ils sont déprimés, parce que les enfants font toujours des dépressions un peu bizarres. Parce qu'ils ont un cerveau immature et donc leur cerveau immature peut se manifester de plein de manières différentes. Donc, vraiment, je vous renvoie, c'est un peu compliqué là par Zoom interposé, je vous renvoie vraiment vers le pédopsie, mais vous avez eu un très bon réflexe de faire un lien avec un pédopsie. Quand il sort de ces états où il est vraiment pas bien, il faut aussi, tiens d'ailleurs entre parenthèses, il faudrait peut-être voir avec le neurologue pour que le neurologue, avant que vous voyez le pédopsie, élimine un phénomène épileptique, parce que des fois il y a des épilepsies temporales qui peuvent ressembler à ça, et vous me parlez de pupilles dilatées, ça c'est quand même un peu étonnant, même si ça peut arriver. Donc vérifiez qu'il ne fait pas un petit peu d'épilepsie, parce que ça peut arriver, et voir un pédopsie. Et pour les après-crises, j'ai envie de dire, lui expliquer que ça peut arriver, que c'est pas ça qui le définit entièrement, et qu'il est quand même, c'est votre petit garçon, et qu'il est quand même super, et qu'il fait aussi plein de choses merveilleuses, et peut-être lui trouver le moyen de se racheter un narcissisme, on va dire, en réparant des bêtises, en faisant des petits travaux d'intérêt général pour la famille ou des choses comme ça, pas dans les périodes de crise ou en post-crise, mais d'une manière un peu générale. Et au décours de ces activités-là, vous pouvez vraiment le féliciter, lui dire tu vois, regarde là, tu fais ça et c'est formidable. Alors, un petit détail, quand vous félicitez les enfants, il ne faut pas. Ah, c'est le téléphone, je suis désolée. Il ne faut pas mélanger le positif et le négatif. C'est-à-dire, il ne faut pas leur dire ah, tu vois, tu as essuyé les vitres, c'est super. Tu vois quand tu peux, quand tu as envie d'être gentil, gna gna gna. Parce qu'à ce moment-là, excusez-moi, je vais raccrocher. Voilà, je suis désolée, c'est mon mari qui se demande ce que je fais. Ah bah oui, parce que je pense qu'on a un peu de retard et c'est quand même. Donc voilà, félicitez-le, aidez-le à réparer pour qu'il puisse refaire une santé narcissique, on va dire. Félicitez-le. Quand vous le félicitez, ne mélangez pas les trucs positifs et les trucs négatifs. C'est-à-dire c'est formidable, c'est génial, et après, on arrête, on passe à autre chose. On évite le mais, et tu vois quand tu veux, etc., etc. Parce qu'on réactive. Imaginez que votre patron, vous ayez fait un super travail et vous dise oh là là, ton dossier de ce mois-ci, il est exceptionnel. Franchement, comparé au mois dernier, c'est quand même drôlement mieux. Vous avez l'impression qu'il vous a fait un compliment ou vous avez l'impression qu'il vient encore de vous dire un truc pas sympa? Vous voyez? Donc, il faut avoir ça un peu en tête pour les enfants qui sont un peu, on va dire, narcissiquement fragilisés par leur TDAH. Voilà, merci Sarah. J'avais dit qu'on arrêtait, il y a encore Sonia qui pose une question. Je n'ai pas vu Sonia à l'écran, mais c'est très courte la question parce que le mari de Sarah, il voudrait récupérer son épouse. Allô? Alors, je vais donner la parole, mais je ne sais pas si la personne est là. Vous m'entendez? Oui. Oui, Sonia? bonjour. Donc, bonjour, je m'appelle Sonia. Mes enfants ont la chance d'être suivis par le docteur Bahadori, justement. Donc, j'ai deux garçons qui ont 10 ans et 12 ans et qui sont tous les deux atteints d'un TDAH. Et je voulais parler par rapport aux crises, le fait d'entraînement de l'un sur l'autre. Il peut y avoir des moments où il y en a un qui va surenchérir, qui va piquer encore plus l'autre. Et du coup, on a énormément de difficultés à gérer ça parce que on a deux enfants qui ont un TDAH, mais des TDAH différents. Comme dit le docteur Bahadori, j'ai un gâteau à la crème et un gâteau sec à la maison. Et donc, du coup, comment apporter une réponse qui se doit être simultanée, mais différente à ces deux enfants? À ce moment-là, il faut vraiment les séparer. Il faut en prendre un chacun et les laisser refroidir chacun dans leur coin. Parce que sinon, voilà, un bout du nerf de la guerre est là. Donc, vraiment, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de les séparer. À ce moment-là, pour qu'ils ne s'entraînent pas. Je vous ai perdu, je vous ai entendu. Merci.
Et alors, je serai rentrée au mois d'août, donc je vous appellerai. Ah, merci. Voilà, parce que je vous dois des papiers. Oui, j'ai une ordonnance bientôt périmée. Voilà. Donc, mettez-moi un petit mail et puis voilà. D'accord. Voilà, on fait même de la consultation, ou du post-consultation de l'administratif. Mais on va laisser aussi Sarah reprendre le cours de ses vacances qui débutent avec son mari, son enfant, et profiter de ce déconfinement, de ces vacances post-confinement qu'on apprécie, je crois, encore plus. Et moi, j'ai mon mari qui arrive au début de la réunion, il m'a dit je m'en vais à la plage, et là, il revient. Donc voilà. Mais profitez tous aussi de ces moments d'été pour vous détendre et profiter du temps avec vos enfants et sans trop mettre de contraintes et de pression pour éviter de tomber dans les rapports émotionnels trop forts ou trop intenses. Voilà, et je suis sûre que vous arriverez à surmonter tout ça. Voilà, et je vois que tout le monde remercie, c'est très agréable, et on remercie aussi toutes les bénévoles que vous pouvez joindre individuellement, par mail, par téléphone, puis certaines organisent des réunions, certaines physiques, mais pas toutes, mais certaines aussi proposent des réunions en petits groupes en méthode façon Zoom aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces moyens à votre disposition. Et surtout pour ceux qui veulent partager, échanger, j'ai rappelé les adresses des groupes Facebook. Ça permet aussi de trouver des bonnes pratiques et de pouvoir justement échanger sur des manières de faire. Il est vrai que c'est quand même plus facile de le faire en groupe et physique, mais aujourd'hui, de toute manière, les mairies n'autorisent plus les regroupements dans leurs salles, ce qui fait qu'on les fait sur Zoom, et pour avoir fait l'expérience d'en organiser plusieurs, ça marche beaucoup moins bien sur Zoom parce qu'on n'est pas dans la proximité, et l'émotion étant très forte quand on échange sur ce type de sujet, il est déjà plus apprécié d'être en salle. Mais vous pouvez voir dans l'agenda, il y a quand même des Zooms qui s'organisent, et n'hésitez pas à vous inscrire parce que justement, on ne le limite pas forcément à la zone géographique. Oui, donc ne pensez pas, enfin moi je sais que je fais plus de communication quand on fait un Zoom avec un intervenant, etc., mais avec les bénévoles, elles ont des intervenants parfois aussi locaux, des psychologues qui les aident dans l'animation des réunions, et les choses sont plus conviviales, il n'y a pas forcément une thématique précise, etc. On est écouté de la Martinique. Merci de vous. Voilà. Donc, et puis, sachez qu'on a toujours notre petit groupe de psychologues qui sont à disposition des adhérents pour des interventions parfois ponctuelles et d'urgence dont il y a besoin, quoi. Donc, et je sais que certains ont fait appel à elles, il n'y a pas eu beaucoup, mais c'est suffisant. Elles ne sont pas non plus hyper disponibles, donc c'est bien qu'il n'y ait pas trop de demandes. Et ça permet de répondre à des situations d'urgence. Il y a des gens qui profitent, et ça a bien aidé. Donc sachez que c'est quelque chose qui existe, une situation d'urgence, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Faites un petit mail c'est sur l'espace adhérent, un petit mail à la psychologue, et elle vous propose assez rapidement un rendez-vous pour débriefer avec vous. Voilà, merci à tous, et puis à bientôt. Merci Sarah. À bientôt, au revoir. Merci. Bon Merci courage. de votre présence, au revoir.